Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast qui traite de l'actualité soccer en Amérique du Nord. Au micro, Adi Raphaël, je suis de retour aussi à l'animation. Et bien aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, mais vraiment l'immense plaisir de recevoir les Trois Lions. Oui, vous les connaissez, les Trois Lions. Si vous ne les connaissez pas, ben c'est trois joyeux petits lurons qui font un podcast à chaque semaine sur la première ligue anglaise, un podcast CanFC. Je vous conseille d'aller écouter ça parce que c'est vraiment magnifique. Ils sont très, très drôles. Je les présente un à un. En premier, Étienne Boutillier. Je suis sûr que tu auras le temps de présenter tes autres projets plus tard en fin d'épisode. Salut Étienne, ça va bien? Salut Adi, ça va très très bien. Je suis vraiment content d'être là, d'être avec toi et d'être avec mes deux compatriotes sans avoir besoin de les gérer. Donc, je te laisse cette responsabilité-là. Je suis vraiment, vraiment content d'être avec vous, vous trois aujourd'hui. Sérieux, tu fais tellement un travail extraordinaire à chaque semaine à les gérer. Et moi, chaque fois, Ça a l'air facile, mais c'est pas évident là, quand même. Chaque fois que je vous écoute souvent en faisant la vaisselle, puis je pars à rire tout seul comme un idiot. Donc voilà, et puis je me dis pauvre Étienne. À chaque fois, je suis là, pauvre Étienne, pauvre Étienne. Donc voilà. Vous avez écouté la deuxième personne parce qu'elle a ri très très fort. Ben, c'est Justine Lompré. Salut Justine, ça va bien? Ça va bien, toi, Adi? Ça va super, ça va super. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui et de t'être réveillé tôt aussi. Ah, il est tôt pour un dimanche matin, mais écoute, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le foot? Voilà. Oh, parfait. Et le troisième est nul autre que Bruno Larose. Bruno, merci d'être là encore une fois. Ben écoute, c'est un plaisir. Je suis vraiment content de l'invitation. Puis on va parler d'autres choses que de foot anglais. Fait que ça va être différent, mais ça va être le fun. Je suis content, vraiment content. Exact. Ben écoutez, les Trois Lions se lancent dans une nouvelle aventure. Après le foot anglais, le foot italien, ben là maintenant, c'est la MLS. Donc, on est vraiment versatile. Voilà. Un peu plus naturel que le foot italien, là, la MLS. On touche un peu à tout. Ben, au moins, c'est local, la MLS. Donc, bon, c'est une bonne chose. Donc, on va commencer comme d'habitude avec la nouvelle formule du podcast Culture Soccer, comme je vous l'avais présenté la semaine passée. Donc, on va parler de deux sujets, puis à la fin, on parlera de 3 matchs MLS qu'on a tous vus et qu'on va pouvoir décortiquer tous les 4 ensemble. Pardon. Premier sujet MLS, j'aimerais qu'on parle bien évidemment des mouvements du côté des Red Bulls de New York. Les Red Bulls de New York, on regardait un peu leur équipe avant le début de la saison. On sentait qu'il y avait beaucoup de trous. C'était pas très beau à voir, pas très alléchant. Et puis là, boum, deux gros mouvements. Ils sont partis ramener Frankie Amaya du côté de Cincinnati. Et après, ils sont partis amener Patrick Klimala du côté du Celtic de Glasgow. Justine, je commence par toi. Parle-moi un peu de ces deux mouvements-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va aider les Red Bulls de New York? Et qu'est-ce que tu penses de ces deux transactions-là? Ben, contrairement à toi, moi, je trouvais déjà que le Red Bull avait quand même une équipe assez solide, là, entre guillemets. Là. On ne se fera pas de cachette. À chaque année, d'année en année, Red Bulls nous met toujours un bon 11 sur le terrain. Je crois que, puis je suis super honnête avec toi, là, puis j'en ai parlé au gars cette semaine, j'avais aucune idée de qui étaient les deux joueurs que le Red Bulls était allé chercher. Donc, j'ai fait mes devoirs. Moi, je pense que ça vient juste solidifier une équipe qui peut aspirer, encore une fois, à se rendre franchement loin en séries éliminatoires. Je n'ai pas vu ces deux joueurs évoluer, donc je ne pourrais pas te décrire... Mais somme toute, de ce que j'ai lu et de ce que je comprends, parce que je suis même allée lire un peu ce que les fans des Red Bulls ont dit des nouvelles acquisitions, on semble quand même très content. On est très content du côté du fanbase de New York.
Donc, à suivre au niveau des performances. On sait des fois des nouveaux joueurs, ça peut prendre un petit peu de temps avant de s'installer au niveau de la chimie. Mais comme je dis, je pense que le Red Bull a déjà tellement une bonne équipe sur le terrain. Donc, on va avoir un gros match d'ailleurs. Oui, effectivement, qui vont jouer contre le Galaxy de Los Angeles. Bruno, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Justine? Tu penses que cette équipe-là a ce qu'il faut pour vraiment se battre pour les places en série du côté de l'Est, ou est-ce que tu penses qu'encore il y a quelques petits questionnements de ce point de vue-là? Ben, moi, de mon côté, je pense que du côté de Red Bull, je suis un peu comme Justine, là, je pense que c'est une équipe qui, à chaque année, réussit. Malgré que tu regardes l'effectif, des fois, tu te dis, hey, je ne suis pas certain. À chaque année, ils vont réussir. Je pense que les acquisitions, Amaya, pour moi, écoute, moi, je regardais l'effectif, là, puis il y a un certain Kieran Clark qui est avant lui, là, le jeune de 17 ans qui a commencé l'année passée en marquant 2 buts dans ses 2 premiers matchs. Amaya, son gros problème, c'est qu'il a été repêché par Cincinnati. Je pense que c'est le plus gros problème qu'il a eu de son côté. Ça a été difficile les 2 premières années de sa carrière. Est-ce que de jouer dans un meilleur environnement, ça va l'aider? Je pense que oui. Est-ce qu'il va avoir des minutes? Moi, je pense que c'est la belle profondeur du côté d'Amaya. Pour ce qui est de Klimala, moi non plus, j'avoue que je ne les connaissais pas, mais j'ai regardé ça un peu. Puis quand je regarde les avancantes naturelles là, du côté de Red Bull, il va se battre. Là, il y a Barlow qui on entend parler un peu, le jeune White aussi. La constante là-dedans, c'est que ce sont des jeunes joueurs. Puis pour Klimala, c'est la même chose. Klimala 22, les 2 autres que j'ai mentionnés ont 25 ans. Donc, dans tous les cas, je pense que ça va être de la belle compétition. Il y a un beau profil, là, donc ça pourrait être intéressant de jouer quand même en Écosse. Donc, j'ai hâte de voir. Peut-être son acclimatation. En même temps, l'Écosse, c'est quand même relativement semblable, je dirais, là, au niveau. C'est quand même physique, des trucs comme ça, comme la MLS. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est des pièces qu'ils ont rajoutées qui peuvent aider à bâtir une belle grosse maison. Oui, exactement. Et Étienne, on regarde beaucoup de mouvements de par l'Écosse qui arrivent en MLS, de joueurs qui arrivent en MLS directement. On a vu par exemple du côté du Celtic, on a 2 joueurs qui sont venus rejoindre les Red Bulls avec Harper et Klimala. Ton avis un peu sur ces ajouts du côté des Red Bulls? Ben, ce sont des bons ajouts. Frankie Amaya, comme Bruno l'a dit, n'a pas eu 2 saisons incroyables avec Cincinnati dû au fait qu'il jouait avec Cincinnati. Je pense que ça peut s'expliquer par ça. Il a marqué seulement 1 but dans le tournoi MLS is Back l'année dernière. C'est la seule fois où il a noirci en fait la feuille de pointage. Il n'a pas délivré d'autres passes décisives, pas d'autres buts non plus pour un milieu offensif. Donc ça, c'est pas un énorme nom. Ce ne sera pas une valeur sûre. C'est pas une valeur sûre du côté du New York Red Bull. Bruno, tu l'as dit, Caden Clark qui est devant lui au poste, qui est tellement jeune, le gars a 17 ans. Il est hallucinant, là, lui. Il est tellement fort. Vraiment beau. Moi, je pense pas que ça va rester longtemps à New York. Là. C'est peut-être un peu pour ça. Ça prendrait pas grand-chose ce matin. Exact. 17 ans, restera peut-être pas longtemps. Puis de toute façon, si c'est le seul à ce poste-là, il faut une doublure. Frankie Amaya peut faire le boulot. Je le vois peut-être un peu comme un George Mihailovic avec le CF Montréal, qui n'a pas eu d'incroyables saisons avec le Fire de Chicago, qui vient de jouer 2 bons matchs. Je pense pas que ça va être je pense pas que Mihailovic est le titulaire indiscutable. Ça, c'est un autre dossier. Mais peut-être qu'il y a un Frankie Amaya qu'on va amener juste dans un autre environnement, un peu plus gagnant parce que le New York Red Bull comme Justine tu l'as dit, a une culture de la gang, c'est indéniable. Culture gagnante, là, en fait. Oui, là, exact. Donc, je pense que ça peut c'est juste de la belle profondeur pour le New York Red Bull qui peut se le permettre. Et du côté de Klimala, 22 ans, beau profil. Ça a été un joueur de rotation avec le Celtic. C'est pas un des plus grands buteurs du championnat, même de l'équipe. Ça peut être bon pour son développement, près d'1 an. Je ne sais pas s'il va retourner avec le Celtic après, s'il fait une bonne saison MLS. S'il casse tout, peut-être que le Celtic va vouloir le garder. S'il fait une bonne saison, pourquoi pas un transfert? Mais c'est quand même une acquisition rare. C'est quand même assez rare que New York Red Bull va aller chercher des joueurs comme ça en Europe, en prêt également. Donc, avec une académie qui fonctionne très, très bien aussi, on n'a pas nécessairement tout le temps besoin d'aller chercher des joueurs en Europe, mais peut-être qu'on essaie des choses du côté de l'état-major du New York de Red Bull. Clairement, c'est un contact. Là. Clairement, il y a un contact Red Bull du côté de Celtics là, comme ça, mais en plus que Celtic a un centre de formation, puis des entraîneurs, puis une culture quand même assez gagnante aussi là, du côté de Celtic. Donc,
il va peut-être arriver avec une énergie différente qui pourrait peut-être aider le Red Bulls à suivre. En tout cas, il y a une place à prendre du côté de l'attaque des Red Bulls parce que, bon, ça n'a jamais été très beau avec, on a parlé de White et Barlow, Bruno l'a mentionné un peu plus tôt, on pensait que ça allait être des grosses superstars formées en MLS, ça n'a pas trop été ça, même s'ils n'ont pas été mauvais non plus. Il y a le jeune Brésilien Fabio qui est venu, il a joué le premier match, est-ce que ce sera lui? Est-ce qu'on va partir avec un système à 2 attaquants? En tout cas, on a hâte de voir ce que Struber va nous concocter de ce point de vue-là. Après, je veux revenir un peu sur Frankie Amaya parce que c'était quand même le premier choix de la draft. Il a été dans le marasme de Cincinnati quand même très, très bon par moment. Malheureusement, c'est pas un buteur parce qu'il est un peu plus petit. Et avec Stam, ça jouait très défensif. Donc, bref, ça a beaucoup fâché, en fait, les fans de Cincinnati, le fait qu'il soit parti. Et j'aimerais vous en parler de ça et pourquoi ça l'a beaucoup fâché. En premier, oui, c'était un espoir, comme je l'ai dit, mais il a dit quelque chose publiquement. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fait basculer un peu le tout. Il a dit « J'ai tout donné à Cincinnati » et les fans et à ses fans sur les 2 dernières années. Durant la saison morte, j'ai réalisé que le club n'avait pas le même niveau de confiance en moi que moi j'ai en eux. Donc, j'ai demandé à ce que je sois échangé parce que je pense que mes objectifs ne pourraient pas être atteints du côté de Cincinnati. Il a dit ça publiquement. Est-ce que ça se fait de nos jours, Étienne, pour un joueur de venir et bâcher son club comme ça? Ben, c'est particulier. C'est quand même particulier de faire ça. À 20 ans, c'est jamais bon signe de parler publiquement. C'est tout le temps mieux de le faire après l'échange que de le faire avant l'échange. Quand on voit, je prends l'exemple, il y avait avec l'Impact à l'époque, là, c'était le défenseur Bruno. Tu pourrais peut-être m'aider là-dessus. Là. Il avait demandé un échange publiquement. Puis, justement, ça avait été un peu une catastrophe parce qu'on l'avait eu contre une poignée de pain parce que, justement, le joueur l'avait dit avant. Quand on le dit après... Puis Bakary Soumaré. Voilà. Ah ouais. Justement, avait été échangé, je pense qu'on le garde avec eux, on aurait peut-être pu avoir, bref. Mais si ça se fait, je pense que c'est quand même bien, justement, qu'il n'y ait pas de langue de bois, justement, sur les joueurs s'ils ont des comptes à régler. Après ça, c'est particulier. À 20 ans, quand ce caractère-là et que tu t'en vas publiquement bâcher ton ancien club, je sais pas qu'est-ce qui... Je pense que ça en dit quand même long sur le caractère du gars, mais moi, c'est du petit trash talk que j'aime bien. C'est peut-être mon côté... la nouvelle génération. Qui aime bien ça. Mais... Oui, la nouvelle génération de joueurs, on l'a vu avec Balou, nous, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. C'est le même principe. Là. C'est une génération qui vient des médias sociaux, qui vient de dire ces trucs-là. Bien, tu vois, je sais pas, parce que, justement, avec les réseaux sociaux maintenant, on apprend à rentrer dans le rap parce que toutes les équipes, ça devient des marques. J'ai l'impression que ça détonne encore plus quand quelqu'un va le faire parce que, justement, les équipes essayent de vraiment contrôler leur communication, ce qu'il n'y avait peut-être justement pas avant, mais j'étais pas là, donc c'est difficile d'en juger, mais ça détonne encore plus quand ça arrive, justement, dû à ça. Du moins, il y a de la pression, là, le petit Frankie. Il faut falloir qu'il livre. Ouais, c'est sûr que là, tu parles comme ça... Ouais, c'est ça. Il n'a plus trop le choix, effectivement. Pourtant, un gros montant. Hein? On est en train de parler de 950 millions d'argent dans location générale, 125 millions, 125 000, pardon. Oui, okay, 950 millions. 950 000, pardon, d'argent d'allocation générale, ainsi que 125 000 conditionnels. Sans oublier, et c'est ça qui est intéressant, parce que Amaya a toujours dit qu'il voulait aller évoluer en Europe. Il a des croûtes à manger pour y arriver, bien évidemment, mais il y a quand même un pourcentage de revente au cas où les Red Bulls arrivent à le vendre en Europe. Bon, après, ça peut très facilement se contourner avec les Red Bulls, avec leur club de Salzbourg et leur club de Leipzig et ainsi de suite. J'ai comme l'impression qu'ils vont trouver un moyen de contourner tout ça. Mais bon, c'est intéressant, je pense. C'est intéressant de ce point de vue-là. On va suivre l'histoire de Amaya et de Klimala, bien évidemment, de très près ici sur Culture Soccer. Avec l'historique de Red Bull, là, je ne serais pas surpris qu'Amaya se ramasse en Europe. Ça va se promener, cette histoire-là.
Ouais, ça va se promener. Puis j'ai comme je pense qu'il y a une première étape aussi. Ce sera, je pense, la première étape, ce sera soit Caden Clark, soit Frankie Amaya qui va aller en Europe. Ce ne sera pas les deux parce qu'un va remplacer l'autre. Déjà, le fait que Caden Clark ait juste 17 ans, selon les règles FIFA, il ne peut pas être transféré à moins de 18 ans. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra garder Caden Clark une année supplémentaire, même s'il va avoir 18 ans au mois de mai cette année. Là. Caden Clark, là, il pourrait même partir en juillet. Là. Je pense... Oh, oui. Mais il doit confirmer. Déjà, il faut qu'il confirme cette année. Et bon, jusqu'à maintenant, il y a eu juste un seul match joué du côté des Red Bulls. Il a marqué. Ouais, on va voir cet après-midi, ce soir, je pense en fin de journée. Oui, c'est ça. C'est ce soir, vers 5h30, je pense, heure de Montréal, que ce sera le Galaxy contre les Red Bulls. Donc voilà, du côté des Red Bulls, en tout cas, on va suivre ça, comme je l'ai dit, avec intérêt. Ce n'est pas une équipe qu'on a vue encore dans nos matchs la semaine, donc peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Le deuxième sujet dont on va parler, c'est un peu, en gros, de cette Ligue des champions de la CONCACAF. Ligue des champions de la CONCACAF, on avait dit la semaine passée, 5 clubs MLS sur 5 qui sont passés le stade des huitièmes de finale pour arriver au quart de finale. Le tirage au sort, les Timbers de Portland jouent contre América, le club américain. Atlanta United contre l'Union de Philadelphie. Donc, on est assurément un club de MLS en demi-finale. Le Crew de Columbus, le champion en titre de la MLS, jouera contre Monterrey. Et Toronto FC, qui est complètement décimé, jouera contre Cruz Azul. Un petit mot sur ces 4 matchs-là. Qu'est-ce que vous pensez? Combien d'équipes MLS est-ce qu'on va avoir en demi-finale, vous pensez? Et votre avis sur un peu cette rivalité de Liga MX, MLS, c'est une grosse rivalité. Puis on a comme l'impression que lors des premiers tours, c'était OK, on va épurer la compétition, on va sortir toutes les autres ligues, puis on va se battre entre nous après coup. Je ne sais pas qui a envie de commencer à réagir sur tout ça. Je commencerai peut-être, là, c'est vraiment bon signe. C'est vraiment le fun pour la MLS. J'écoutais l'épisode de la semaine dernière avec Quentin et Mathias qui disaient justement que ce que Toronto a fait il y a 5 ans, ce serait un exploit. On en parlerait partout. Maintenant, on fait comme « Ah, OK, cool. » sont revenus, ont battu les Tigres. Oui, Léon. Ont battu Léon et s'en vont encore de finale. C'est le fun, mais c'est plus un phénomène, c'est plus un événement. Ça, c'est très bon signe d'avoir plus d'équipes, que la MLS soit majoritaire. Pas seulement qu'il y ait plus d'équipes MLS que d'équipes de Liga MX, c'est qu'il y a plus d'équipes MLS que tout. Là. C'est 5 sur 8, c'est juste complètement fou. Moi, je pense qu'on va se retrouver avec 2 équipes MLS. À la fin, évidemment, une entre Atlanta et Philadelphie, assurément. Il va en avoir une. Puis après ça, je verrais peut-être un Columbus qui est vraiment fort cette année passée. Et que Toronto, justement, tu l'as dit, qui est vraiment décimé. Ça va être plus difficile. Puis Club América, c'est Club América. Fait que c'est Club América. Donc, je pense qu'on va passer Portland relativement, pas facilement, mais on va passer Portland. Donc, je trouve ça très... Oh, je suis pas d'accord. Mais je trouve ça très bon signe quand même pour la MLS. Ça s'en vient. C'est plus des événements à chaque fois qu'on bat une équipe mexicaine. Puis, il faut bâtir là-dessus parce que ça continue à très bien aller. Là. Justine, je veux t'entendre sur Portland. Vas-y. Je trouve que c'est, comme Étienne dit, c'est plus un événement qu'on ait une équipe en quart de finale, qu'on ait des équipes en quart de finale. Puis ça devrait plus l'être qu'on ait une équipe en demi-finale ou qu'on ait une équipe en finale. Ouais. Ça devrait être de base. Donc, on n'a plus cet exploit-là de comme dire hey, on a une équipe MLS en finale ou en demi-finale. Il faut que ça arrive à chaque année. Ensuite, je pense que Toronto va malheureusement baisser pavillon contre Cruz Azul. Ensuite, Columbus devrait passer. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe solide, Columbus, donc j'ai aucun doute là-dessus. Après ça, Atlanta-Philadelphie, ça va être intéressant. Bien hâte de voir ça pour vrai. J'ose pas me prononcer tout de suite. Puis, Portland, Club América, moi, j'ai l'impression que Portland peut passer. Oh, wow. Portland, pour moi, là, bon, premièrement, on parlait de culture gagnante. Ouais. Comment c'est possible? Ça pourrait être un autre débat dans une autre émission, là, mais comment c'est possible d'avoir un club qui performe comme ça à chaque année depuis des années? Il me fait capoter pendant que nous, on essaie c'est le même noyau.
C'est le même noyau de joueurs. Oui, mais quand même, là, de notre côté, à Montréal, on se bat pour tout le temps. En tout cas. Pour les restes. C'est pour les restes, mais pour vrai, je regardais Portland la semaine passée. Là, j'ai pas vu vraiment le match hier qu'ils ont joué, là, mais je regardais Portland la semaine passée, puis quand je regardais aussi en CONCACAF, là, on a quelque chose de très, très solide. Puis s'il y a un club qui peut peut-être faire trembler Club America, j'ai l'impression que c'est un club qui a une culture qui peut y aller. Ça veut clairement dire, ça voudrait dire que si Portland réussit à sortir Club America, il va avoir une équipe MLS championne de la Ligue des Champions. Je pense que je pense que si une équipe MLS si Portland sort Club America, après ça, plus personne n'a de complexe face à n'importe qui. Si Portland fait la job sale. De tous les clubs MLS qui sont présents, s'il y en a un qui a les nerfs et du moins la mentalité pour battre Club America, je crois que c'est Portland. J'enlève rien à l'effectif de Columbus ou à l'effectif de Atlanta-Philadelphie, mais Portland a déjà joué des gros matchs comme ça, c'est déjà rendu, tu sais, je veux dire, ça fait partie de leur identité, fait que s'il y a un club qui peut espérer battre Club America, ça pourrait être Portland. Bruno, j'aimerais t'entendre sur ces matchs-là aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'avance Justine par rapport à Portland ou est-ce que tu vois un autre club s'avancer? Je suis comme pas certain. Tu sais, c'est sûr que Atlanta-Philadelphie, oui, c'est sûr qu'il va en avoir un là. Je pense que Columbus aussi contre Monterrey, je pense que ça devrait le faire. Qui n'est pas nécessairement... C'est une bonne équipe, mais c'est pas la meilleure opposition non plus. Puis Columbus, c'est vraiment une bonne équipe. Portland, ce qui me dit qu'il pourrait peut-être les aider, c'est que dans le match d'hier, ils ont reposé la majorité, leur gros nom. Hier, Valérie a joué 45 minutes. Plein d'autres joueurs. D'ailleurs, mon fantasy en a écopé énormément. Et j'ai encore oublié d'aller prendre mes joueurs cette semaine. Ouais. Mais bon, bref, ça commence bien ma saison. Mais, c'est ça. Blanco aussi, Blanco, Mora qui commençait pas le match. Donc, tu sais, c'est des gars qui vont arriver un petit peu, peut-être un peu plus, moins fatigués, en fait. Fait que ça pourrait jouer, mais en même temps, c'est sur 2 matchs. Après ça, je pense que, je suis pas certain, mais je pense qu'ils jouent pas la semaine prochaine. Donc, il n'y aurait pas de match entre. Fait que ça pourrait être intéressant pour eux. Fait que je pense que Portland pourrait le faire. Toronto, ça me pue au nez de dire ça, mais même décimé, j'ai l'impression qu'ils peuvent foutre la merde contre Cruz Azul. J'ai vraiment ils ont le tour de la compétition. Ils sont bien. Ils savent comment ça marche, eux autres aussi. J'ai l'impression qu'ils sont capables de le faire. Là, Pozuelo, est-ce qu'il va être de retour? C'est une bonne question. Si Pozuelo est de retour, c'est sûr que là, ça aide beaucoup. Mais j'ai regardé un peu leur match hier là, contre Vancouver. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils sont toujours... En tout cas, je serais surpris, mais c'est pas impossible qu'il y ait 4 sur 4. En tout cas, en tout cas, ils ont reçu, on a vu le retour de certaines forces du côté de Toronto avec Altidore, avec Aquinola, avec Osorio, qui sont revenus au jeu. Oui, ils étaient sur le banc, mais déjà, c'est positif de ce point de vue-là. Donc, bref, on verra du côté de la CONCACAF ce qui va se passer. Les 2 équipes les plus en forme du côté de la Liga MX, c'est l'América et Cruz Azul. Même si je suis d'accord avec vous que Portland, c'est une équipe quand même assez bonne, et Toronto, c'est une équipe qui connaît ça, ça va être quand même une tâche colossale pour ces deux équipes-là d'éliminer ces 2 équipes. En tout cas, on verra. Donc voilà, pour ce qui est de la CONCACAF, on reviendra en détail sur les matchs la semaine prochaine, bien évidemment. Merci de vous être prêté au jeu, surtout que je ne vous avais pas dit à l'avance que j'allais parler de ça. Donc voilà, chose faite, vous avez bien réussi le test. On est versatile, on est je m'attends à n'importe quoi, là, si tu veux me parler de la Ligue. Division 2 suédoise, on est là, nous autres. Ouais. Mais c'est ça, en fait. On est là. C'est ça que j'y pensais. En fait, j'allais lancer un podcast sur la division 2 slovène. Puis je me suis dit, je sais pas. Moi, juste pour entendre Justine essayer de dire les noms. Parfait. Donc, on passe à la grosse partie où on parle de nos matchs MLS. On a choisi 3 matchs pour vous cette semaine. C'est sûr, on les a choisis les 4 ensemble. Les 3 matchs, c'était Orlando City SC contre le Sporting Kansas City. Le deuxième, c'était les Earthquakes de San Jose contre le FC Dallas. Et le troisième, c'est les Timbers de Portland
contre le Dynamo de Houston. On va aller chronologiquement comme on fait d'habitude. Donc, on commence par Orlando City SC contre le Sporting Kansas City. Deux équipes qui sont supposées se battre pour les meilleures places en MLS. Je dirais pas je doute fort qu'on les voit premiers de leur conférence, mais ils ne seront pas très, très loin en tout cas. Étienne, parle-moi un peu de ce match-là. Comment tu peux analyser ce match en 2-3 phrases, me donner un peu ton avis sur ce match. Score final, c'était 1-1, bien évidemment. C'est un match qui a été rythmé, mais pas rythmé. On dirait que il est comme, j'ai pas le nombre, là, mais il y a vraiment beaucoup d'hors-jeu. Ça jouait très, très haut sur le terrain. Malgré tous ces arrêts de jeu-là qui auraient pu briser le rythme du match, je l'ai vraiment trouvé quand même intéressant à regarder. Pas le match du siècle, mais ça a été très bien. J'ai vraiment aimé Bouzio, l'attaquant de SKC qui est en électro libre, qui à chaque fois qu'il touche au ballon, ce gars-là, que ce soit justement comme buteur, comme passeur, est excellent. Et on a un début de la semaine, assurément, avec la petite talonnade de Nani. Ça a été un bon match. On s'est régalé quand même. Mais voilà, beaucoup d'enjeux quand même qui ont brisé certains moments dans le match. Mais tout de même, j'ai apprécié. Ouais, c'était un bon match. En tout cas, ça a commencé tambour battant avec énormément d'occasions dans je pense, la première minute de jeu. Akindele qui se retrouve face à face contre le gardien, le nouveau gardien de Sporting Kansas City, vu que Tim Melia est blessé. Et puis, il aurait pu avoir but là. Juste après, plus tard, de nouveau, on se retrouve de l'autre côté du terrain aussi. Un super bel arrêt du côté de Gallese. Bruno, est-ce que ce match-là, est-ce que tu t'attendais à ce rythme-là? On s'entend, on est à la deuxième semaine de MLS. Les équipes, si jamais vous allez voir un peu, on va en parler un peu plus tard, les compositions des équipes sont complètement pas les meilleurs joueurs sur le terrain parce que beaucoup ont eu des problèmes, que ce soit des problèmes de visa à cause de la COVID, que ce soit des blessures, que ce soit des préparations tronquées, ainsi de suite. Est-ce que tu t'attends à ce genre de rythme dès la deuxième semaine de MLS, vu les circonstances? Moi, un peu comme Étienne a dit, là, moi, je m'étais noté que je trouvais qu'il manquait de rythme parce que justement, c'était tout arrêté, des hors-jeux, des fautes. Il y avait beaucoup d'arrêts de jeu. Moi, je m'attendais à plus de Casey parce qu'honnêtement, moi, Orlando, j'y crois pas. Là. Nani, moi, en tout cas, j'ai beaucoup discuté avec ce gars-là. Mais ça reste que, tu sais, oui, c'est une bonne équipe, mais je suis pas certain qu'ils peuvent répéter ce qu'ils ont fait l'année passée. Un coach comme Oscar Pereira qui en demande énormément à ses joueurs, un moment donné, ça finit toujours par se briser un peu. Puis là, ça fait 1 an. Est-ce que la deuxième saison, ça va être encore correct, mais que c'est après que ça va briser? Je ne sais pas. Mais j'avoue que je suis un peu inquiet pour eux. Puis de l'autre côté, pour moi, Sporting Kansas City, ils se doivent de finir dans le top 3 dans l'Ouest. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est clair. Avec un gars comme Bouzio, qui est, comme Étienne parlait, il est fou. Il est malade. Moi, je l'adore. Puis fait que je m'attendais peut-être à. En début de saison, il faut s'attendre un peu à des matchs un peu comme ça, des matchs hachés où il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'arrêts, que les cartons jaunes revolent. Il y en a eu quand même 3 dans le match. Là. C'est quand même moins pour le côté du match de Montréal. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu. D'ailleurs, au début du match, là, tu parlais du début du match, c'est Sporting qui s'est fait refuser un but. Je pense que c'était justement pour hors-jeu. Ouais. Pour Nicolas Isimat Miran qui aurait marqué son premier but à MLS, le français. Ça aurait été très intéressant, mais hors-jeu, très limite, mais hors-jeu n'empêche. Ouais, ben, au moins, ils n'ont pas sorti une règle, puis en tout cas, bref, c'est une autre affaire. C'est la Premier League, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, au moins, ça, déjà là, c'était pas si peu. Fait que, non, c'est ça. Fait que je m'attendais un peu à quelque chose comme ça, pour être franc, là, ouais. Parfait. Justine, on va parler non seulement de ce match-là, mais je veux parler aussi des absents. Je vais les mentionner juste comme ça pour vous mettre au courant du nombre de joueurs qui étaient absents de ce match-là, ou en tout cas sur les 2 11 de départ, bien évidemment. On a Johnny Russell qui n'était pas là, Alan Pulido qui était sur le banc, Tim Melia qui est blessé, Graham Soucy qui est blessé, Ili Sanchez qui est blessé, ça c'est du côté de Sporting Kansas City. Et du côté d'Orlando, on a Mauricio Pereira qui est suspendu, Pato qui s'est blessé, mais on s'y attendait quelque part. En tout cas, moi, je m'y attendais. Daryl Dike qui est prêté chez vous en 2e division anglaise et qui est en train de tout casser. João Moutinho sur le banc. Chris Muller aussi qui n'est pas à 100% prêt, qui est rentré en cours de match, mais qui était sur le banc. Ça fait beaucoup, Justine. Hein, comment tu peux mettre ton système de jeu en place
quand tu as autant d'absents du côté des entraîneurs? C'est une excellente question. J'ai l'impression que ça va prendre quelques semaines avant de pouvoir se stabiliser pour ces deux clubs-là. Là. Surtout pour Kansas City, j'ai l'impression là, que Bruno disait qu'on les voit très haut dans le classement. Imaginez quand les joueurs, pour moi, des joueurs qui doivent être sur le 11 vont revenir puis vont être pleinement en forme, comment ça pourra être dangereux. C'est extrêmement difficile, là, puis j'ai l'impression que ça va peut-être prendre encore 2-3 semaines d'activité là, pour s'adapter au rythme aussi. Là. Puis tu sais, veux pas. Puis l'année passée, il y a eu le tournoi, le MLS is back. Après ça, on a joué un peu sur la route. Là, c'est comme une saison normale là, pour les clubs de la MLS, donc avec les voyagements qui se font dernière minute. J'ai l'impression que tout ça aussi là, fait partie de la... à cause de la COVID et tout ça, j'ai l'impression que c'est une adaptation un peu pour tout le monde. Puis, quand même préciser là, que je pense qu'on est allé 3 fois à la VAR dans ce match-là. Ouais, donc, c'était 3 ou 4 fois à la VAR. Là, 3 fois, il y a eu 3 buts refusés. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, 3 fois à la VAR. Fait que c'est quand même assez intéressant. Puis dans plusieurs matchs ce week-end, on est allé à la VAR. Là, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les arbitres qui sont rouillés. Ouais. Est-ce que les arbitres sont rouillés? Je ne sais point. Je pense que c'est quelque chose... vas-y, Justin. Non, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on aura une meilleure idée de qui est Kansas City dans... C'est quelque chose avec lequel il faut composer. Là, puis ça, c'est comme ça depuis un an depuis plus d'un an, mais il faut apprendre à composer avec la pandémie qui va nous priver de joueurs clés à certains moments dans le match. Ça, c'est je connais pas les protocoles de test en MLS. Sûr qu'aux États-Unis, quand on regarde les stats, ça a l'air d'être quand même assez aléatoire et free for all, je dirais. Là. Mais on voit ça dans tous les sports, on voit ça dans toutes les ligues également. À cause d'extraison, il faut qu'il y ait un joueur qui soit isolé, il ne peut pas s'entraîner. Donc là, ça commence à être compliqué de le faire jouer. On l'a vu en Ligue des Champions, l'affrontement Real Madrid-Liverpool. Le matin même, on a appris que Raphaël Varane ne serait pas sur le terrain. Il faut apprendre à dealer avec des joueurs clés qui ne sont pas là, qu'on apprend à la dernière minute à cause de la pandémie. Puis c'est une des raisons pour lesquelles il faut que une équipe comme le New York Red Bull qui est allé chercher Amaya, parce que tout ce qu'on a devant, c'est Caden Clark qui fait le boulot, mais il suffit d'un petit truc puis il ne peut pas être là pour un match ou deux. Le CF Montréal qui s'est vraiment amélioré en termes de profondeur. Je ne suis pas nécessairement sur le terrain en termes de talent brut, mais en termes de profondeur, on s'est amélioré parce que, un, il n'y en avait pas, et deux, justement, on ne sait pas ce qui va arriver, surtout pour une équipe canadienne. Il suffit qu'il y ait une infection, qu'il y ait 1 ou 2 joueurs qui quittent. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut qu'on s'habitue pour les prochains mois, assurément, des joueurs clés qui ne seront pas dans l'effectif. Oui, effectivement. Et en plus, avec le calendrier aussi, le fait qu'on ait commencé la saison plus tard, c'est sûr qu'il y a le calendrier qui va être de plus en plus resserré. Après, bon, il y a un peu une certaine marge de manœuvre, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les compétitions internationales. Hein. On a les qualifications de la Coupe du Monde, on a la Gold Cup qui arrive très, très bientôt et j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a vraiment énormément de choses qui vont faire en sorte que la profondeur de banc va être extrêmement importante. J'aimerais aussi vous parler un peu de cette physionomie de match-là. On a vu le Sporting Kansas City bien commencer dans ce match-là. Et après, on a vu Orlando prendre le dessus. À la fin du match, on a comme l'impression que c'était un peu un match en 2 temps. Oui, peut-être que le match nul était normal, mais je pense qu'aucune des 2 équipes on n'aurait pas vraiment écarquillé nos yeux si jamais une des équipes avait gagné ce match-là, tellement il y avait des changements de ce point de vue-là. Orlando, en deuxième mi-temps, ils auraient pu marquer 3 buts, par exemple. Donc, bref, ça a été un peu bizarre. Comment expliquer un peu ce genre de débalancement au sein d'un même match, Bruno? 3 mots. Début de saison. Je pense que c'est ça, honnêtement. Début de saison, là, comme ça, c'est pas tous les joueurs qui sont je vais le dire en anglais, là, on joue en français, en forme de match. Mais c'est pas tous les gars qui sont super prêts non plus. Il y a beaucoup d'absents des 2 côtés. Les entraînements, je pense que c'est plus compliqué un peu aussi. Donc, je pense qu'avec tout ça, là, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le début de saison. Puis, on va voir ça beaucoup. Une première demi, vraiment l'avantage d'une équipe. Après ça, tu reviens des vestiaires, c'est complètement l'inverse. Okay, ça, je pense qu'on va le voir quand même beaucoup encore pour 2-3 semaines. Parfait. Donc, passons au top et au flop de ce match-là. Deuxième partie de ce match.
deuxième partie de cette analyse de match. Donc, on commence par les tops. Votre top pour ce match-là, si jamais vous avez un joueur à choisir, un aspect à choisir ou bien un entraîneur, mais je vous laisse quand même, vous pouvez choisir ce que vous voulez parmi tout ça. On commence par Justine. Justine, quel est ton top? Moi, je pense que mon top, ça va être le gardien d'Orlando qui, mon Dieu, hein, ça... L'Octopus! C'est ça. Puis pas juste à cause de sa façon de garder les buts, là, mais ça n'a pas été facile tout le temps. Des fois, c'est pas tout le temps très chic, mais on gardait son club dans le match, surtout en première demi. Là. Et donc, ouais, je donne... Pedro Gallese, l'Octopus, donc le top de Justine. Étienne, quel est ton top? Je vais aller. Pour vrai, on a pas assez parlé du but de Nani, là, qui n'est pas le plus grand masterpiece de l'histoire, mais qui est juste beau à voir, qui est juste comme le fun. Donc, je vais y aller. Ça va être mon top parce que, on l'a vu beaucoup rouler sur les highlights. Ça va être sur les highlights de la semaine, assurément. Peut-être, tu sais, c'est pas un grand coup technique incroyable, mais il fallait le faire, puis il l'a fait. Donc, ouais, puis aussi, tu es fan de Manchester United, donc ça marche aussi. Donc, c'est parfait. Et Bruno, quel est ton top? Moi, je pense qu'on en a parlé tantôt un peu, moi et Étienne, là, mais le jeune Bouzio du côté de DSKC, là, il est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me souviens d'ailleurs, son premier but, il l'avait marqué contre l'Impact dans le temps. Donc, ça me fait encore un peu mal, mais il est tellement bon que ça va. Ouais, non, écoutez, moi, j'ai choisi un autre joueur, en fait, et j'ai choisi le milieu de terrain, Jackson Mendez, du côté d'Orlando, qui a été extrêmement remuant. Ça a été un peu le métronome un peu de cette équipe-là. Tout passait par lui. Souvent là, il n'était pas à la finition, mais toujours au début des actions du côté d'Orlando. Je pense que c'est grâce à lui que Orlando a pu traverser un peu ce moment un peu bizarre en première mi-temps du côté d'Orlando. Et il est monté en puissance. Il a été bon à la récupération. J'ai adoré son match-là à ce joueur-là, Jackson Mendez, qui est équatorien et qui est vraiment un très, très bon joueur de MLS. Quels sont vos flops dans ce match-là? C'est difficile, je pense, de choisir des flops, mais je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui ont été un peu décevants. Il y a aussi certaines choses qu'on pourrait aussi nommer. On va commencer cette fois-ci par Étienne. Tiens, quel est ton flop? Je ne comprends pas qu'est-ce que Tesho Akindele fait encore dans MLS. C'est hallucinant. Ce gars-là a touché à 8 ballons, un tir quand même, ce qui n'est pas mauvais. Mais il est parti dans la brume, il s'est promené. Puis en plus, il y a juste. Là, je regarde, il a seulement fait 2 équipes dans sa. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment promené. Était un prospect incroyable avec l'équipe. C'est un Canadien, lui, c'est ça? Oui, c'est un Canadien. L'équipe canadienne a quelques sélections. On dirait qu'il a disparu, il est revenu. Puis même là, il est titulaire, mais il n'y a rien apporté dans le match. C'est Nani, je comprends, Nani joue en milieu de terrain, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux, mais c'est Nani qui fait tout le boulot. Tesho est là, il est figurant, il se promène, il touche à quelques ballons, un tir. J'ai vraiment été déçu de sa rencontre. Puis ce gars-là ne doit plus être titulaire dans une équipe MLS respectable. S'il avait commencé, s'il avait marqué dès la première minute, est-ce qu'on aurait eu le même... Peut-être pas, mais c'est pas arrivé, donc ouais. Tu sais, c'est mon flop aussi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve aussi que Akindele, c'est un peu la MLS 2010. On est en 2021 là, donc temps de passer à autre chose. Est-ce que Bruno, tu es d'accord avec nous? Est-ce que toi aussi, tu étais avec Tesho Akindele ou tu as choisi quelqu'un d'autre? Moi, Tesho Akindele, il y a une mention spéciale, mais tu as parlé de choses. Moi, je pense que c'est les cheveux de Nani, le problème. Ah, mon Dieu, tu me le voles! C'est ça, c'était ça, moi. Mais je savais que tu allais aller là, fait que je me suis dit, ça va être 2-2, ça va être parfait. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Ça n'a pas de sens, ça. Moi, c'est mon flop. Dégueulasse. Non, ça ne peut pas le faire. Mais c'est les cheveux spaghetti, on les appelle comme ça, non? Ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais moi, je suis c'est le moins possible. C'est immonde, c'est vraiment immonde. Non. Donc, voilà pour ça. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour ce match-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut-être vous a plu dans ce match-là et vous pensez que ça va, qu'une de ces équipes-là va être encore meilleure? Vous avez parlé un peu plus tôt de Kansas City, ou bien est-ce que vous avez un mot par rapport à Orlando? Je sais que Bruno, par exemple, n'est pas trop d'accord avec le fait qu'Orlando est considéré parmi les favoris dans l'Est. Un petit mot de la fin sur ce match-là, Justine? Il y avait beaucoup de spectateurs. La ville des États-Unis, c'est terminé. Donc, ça donne espoir qu'un jour, nous aussi, nous aurons en 2028, je pense qu'on pourra avoir des... approcher le stade. Ça ne pas jusque-là. Voilà.
Étienne, ton mot de la fin? Vivement, j'ai hâte de voir Pato en MLS, juste pour voir Pato. Pourquoi Ça a pas? duré 20 minutes, le premier match. Ouais, je veux le voir sur une une plus longue durée, disons, puis qu'on sorte Técho du line-up et qu'on rentre Pato. Bruno? Moi, la clé pour Orlando cette saison, c'est un joueur qui n'est pas là en ce moment et qu'on ne sait pas s'il va revenir, c'est Daryl Dike. Ouais, je pense que si jamais il est vendu, ce sera pour un bon petit montant. Je pense que Orlando et la MLS, parce qu'il ne faut pas oublier, pour ceux qui nous écoutent ici et qui ne sont pas au courant, les joueurs ne sont pas sous contrat avec leur club. Ils sont sous contrat avec la MLS. Donc, c'est la MLS qui décide de la transaction et tout ce qui se passe avec. 95% des revenus reviennent au club, oui, mais n'empêche, c'est la MLS qui est complètement impliquée dans la transaction. Donc, le prix demandé est de 20 millions. 20 millions, je pense que c'est 20 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est d'euros, de livres ou de dollars, parce que ça se perd un peu partout selon les sites. Là. Mais c'est beaucoup, effectivement. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, surtout pour la MLS. Donc, on verra ce qui va se passer. En tout cas, si Dike est vendu, il faudra du renfort du côté d'Orlando, parce que pour moi, Pato, c'est pas trop ça. Alors, on verra. 3 matchs dans la saison. C'est ce que je pense aussi. Passons au prochain match. Le prochain match, c'est le match des Earthquakes, les très amusants Earthquakes, je vais les appeler comme ça, qui jouaient contre Dallas. Dallas, l'équipe jeune par excellence, on va l'appeler comme ça. Et c'est victoire de San Jose sur le score de 3-1. Bruno, tu as pensé quoi de ce match-là? Je veux juste nommer un peu les absents du côté de ces deux équipes-là. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quand même des équipes quand même plutôt prêtes. On avait du côté de San Jose, Judson et Marcos Lopez, qui sont un peu des habitués du 11 de départ. Et du côté de Dallas, on avait Jesus Ferreira qui était blessé aussi. Mais sinon, on avait presque les équipes types. Je dis presque. Il y a quelques petites Ricorté étaient sur le banc du côté de Dallas. Mais en général, on avait presque les équipes, les deux 11 de départ. Donc, Bruno, je te laisse commenter ce match-là, cette victoire de 3-1 du côté de San Jose. Oui, mais en fait, pour moi, ce match-là, c'est une surprise parce que honnêtement, je ne m'attendais jamais à... Surtout que la semaine dernière, j'avais vu le match là, de San Jose contre Houston, puis je me suis dit, hey, la saison va être longue pour le Earthquake de San Jose. Puis là, ils vont battre Dallas, qui pour moi est une équipe, bon, c'est un peu une boîte à surprise aussi, là, mais pour moi, Dallas, c'est une équipe qui, année après année, réussit à faire des résultats quand même corrects. C'est une équipe solide. Oui, exactement. Qui a quand même une belle équipe. Tu sais, défensivement, ils ont quand même un gars comme Hollingshead que moi j'adore. Ils ont beaucoup de jeunes aussi. Tu sais, c'est une belle équipe. C'est sûr que oui, il y a des joueurs qui sont rentrés, comme Paul Michael qui est rentré en cours de match. Pour moi, c'est clairement un gars qui se doit d'être partant dans cette équipe-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour moi, là, c'est vraiment une grosse surprise parce que San Jose, pour moi, là, c'est pas une équipe qui va se battre pour être en haut de la ligne pour faire les séries. Là. Pour moi, ils vont même pas être proches de se battre. Surtout qu'il y a eu la difficulté contre Houston, qui n'est pas une bonne équipe non plus. Là. Je m'attendais vraiment, vraiment beaucoup à ce que Dallas domine littéralement San Jose, mais c'est pas le cas. Mais en même temps, c'est tellement une boîte à surprise cette équipe-là avec leur coach qui est probablement sur la cocaïne. Donc, ce sera tout pour moi. C'est un de mes coachs favoris, Mathias Almeida, personnellement. Étienne, ton impression sur ce match-là que tu as choisi, hein? Donc, un peu ton impression sur ça. C'est cool des matchs dans le sud des États-Unis comme ça. Je me suis quand même bien régalé. Ça a été un bon match. Il va falloir que San Jose travaille sur ses débuts de période, par exemple, sur ses débuts de demi, parce que rapidement, on a eu peur dès la première minute du match. Et la même chose en deuxième demi aussi. Là, Dallas a complètement confisqué le ballon à San Jose. On a été chanceux. On a réussi à mettre le 2-0 sur une contre-attaque. Mais il va falloir vraiment travailler là-dessus, se réveiller et comprendre que le match est commencé au premier coup de sifflet. Sinon, j'ai vraiment aimé le milieu de terrain très hargneux, très combatif de San Jose. Je pense que c'est Remedy et Ewell. Jackson Ewell. Jackson Ewell, l'international américain. Qui ont sauvé le match pour garder la pression haute dans le territoire de Dallas pendant une bonne partie des matchs. Comme j'ai dit, mis à part les ententes de demi, San Jose a quand même touché à énormément de ballons. Et comme Bruno l'a dit, moi, je pensais que Dallas allait l'emporter. Je m'en suis mordu les doigts dans mon fantasy parce que j'avais choisi le gardien de but de Dallas. Mais au moins, le péno sauvé va peut-être au moins égaliser les choses dans les points.
Effectivement, ça aurait pu être 4-1 parce qu'effectivement, il y a eu un penalty sauvé du côté de Maurer, du côté de Dallas. Justine? Oui. Ce match-là, est-ce que tu t'attendais à grand-chose déjà avant de voir ce match? Non, pas du tout. Zéro open bar. Par contre, j'aime beaucoup ce que Dallas a comme effectif cette année. Donc, un peu comme Bru puis Étienne, j'avais pas beaucoup d'espoir sur San Jose. Est-ce que Acosta va regretter son passage du côté du Texas? Je sais pas. Je l'ai trouvé mou. Ouais. Mais bon, en plus, il y a eu un jaune, donc je ne sais pas si, en tout cas, à suivre durant la saison. Un de mes joueurs préférés du côté de San Jose, là, Espinoza, là, qui a marqué et qui a connu un grand match encore une fois, là, il est hallucinant. C'est probablement le meilleur joueur du côté de San Jose et de loin. Sinon, somme toute, un match qui m'a quand même assez surpris. Puis quand on a marqué vers la fin du côté de Dallas, j'étais comme « Oh, est-ce que nous allons avoir une remontada? » Non, ça ne s'est pas fait. Non, ça ne s'est pas fait du tout. Ça s'est arrêté rapidement. Surtout que notre capitaine San Jose, 8 minutes, donc j'exagère, là, Wondolowski. Là, non, c'était ça? C'est pas 8 c'est 12 minutes, okay, comme bon. ça. Là, il y a un carton rouge. Très peu de temps après être rentré. Bon, un carton rouge un peu... il n'avait pas l'intention de marcher sur la semelle, il l'a fait, il savait que c'était un rouge, tout le monde le savait, sauf que c'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions, Chris Wondolowski, c'est vraiment un gros gentleman, un excellent joueur, et bon, c'est dommage, il devra être suspendu le prochain match. Je suis curieux que vous voyez un peu San Jose aussi faible que ça, c'est quand même une équipe qui a fait les séries l'année passée, on a tendance à l'oublier, ils se sont qualifiés pour les séries. Et c'est une équipe qui, durant les matchs, c'est soit on voit un match où ils sont nuls, soit on voit un match où ils écrasent tout. C'est tellement amusant de voir leur match parce que ça va jamais être un match ennuyant. Jamais. On s'amuse beaucoup à voir San Jose. Après, la défense homme à homme qui crée des moments assez drôles dans les matchs, qui est quand même assez intéressante. J'aimerais, moi, mentionner, je veux juste vous parler d'une action dans ce match-là. Et je pense que cette action-là résume un peu ce match. Ryan Hollingshead, dont tu as parlé un peu plus tôt, Bruno, qui jouait cette fois-ci en tant que latéral droit. Je vous explique un peu. Oui, Hollingshead, c'est un latéral gauche. Mais... je ne sais pas pourquoi Luchi Gonzalez aime l'utiliser à toutes les sauces. L'année passée, il a fait jouer en tant qu'ailier gauche. Là, il le fait jouer en tant que latéral droit. Donc, bref, il a joué au milieu de terrain aussi. Hein? Andrew Wenger de Dallas. Voilà, le Andrew Wenger. Tellement ça, bien trouvé. Andrew Wenger de Dallas. Donc, bref, Hollingshead arrive. Il vient pour marquer un but. Marcinkovski, le gardien de San Jose, fait un arrêt, mais ça va quand même dans les buts. Et là, on voit un Carlos Fierro, le Mexicain, revenir et du bout des orteils enlever ce ballon genre exactement sur la ligne. Je pense à 1 centimètre près, c'était but. Quelle belle action, je trouve. Et ça prouve un peu... J'ai comme l'impression que ça prouve un peu ce match-là où on a vu un San Jose hargneux, comme tu l'as mentionné. Je pense que c'est toi, Étienne, qui a dit... Oui. Ouais, c'est ça, qui a dit que le milieu était vraiment un milieu très hargneux. Mais c'est ça qu'on a vu dans ce match-là. On a vu une équipe qui voulait contre une équipe qui peut-être ne se voit pas trop belle en début d'année. Du côté de Dallas, on a un gros manque de confiance avec beaucoup de joueurs qui sont partis dans les dernières années. Donc, je sais pas, pour moi, je vois ça comme ça de ce match-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce sentiment-là. Ben, tu sais, justement, peut-être que San Jose, c'est une équipe qui, justement, sur papier, n'a peut-être pas le talent des top 5 MLS dans toutes les divisions ou top 10 même de la Ligue, mais justement, par cette combativité-là, va peut-être aller chercher des matchs contre des équipes. Tu sais, depuis le début, on nomme plein d'équipes qui ont la culture de la gang. Dallas, tu sais, n'a pas été une super puissance dans les 5 dernières années, mais c'est une équipe qui a quand même un certain charisme. Peut-être que justement, contrairement à Houston, disons, peut-être que justement, quand on arrive contre ces équipes-là, on veut prouver encore peut-être un peu plus. Et c'est là que les joueurs combatifs, très, très hargneux, comme justement je le disais, vont se lever.
ils vont aller chercher la victoire. Parce que ça n'a pas été un match dominé d'un bout à l'autre, mais ça a été un bon match et justement, le milieu de terrain a fait le boulot. Ouais, toujours un bon match, en tout cas, de voir San Jose. Je vous conseille chaque fois, si jamais vous n'avez rien à faire dans la vie, allez voir un match de San Jose. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Passons au top et au flop de ce match-là. Je pense que le top, on va être tous d'accord sur le même nom, mais quand même, on va donner la parole à Justine. Pour toi, qui est le top de ce match-là entre San Jose et Dallas? Ben, je l'ai dit tantôt, là, Espinoza, pour moi, c'est mon top. Okay. Ouais, vraiment. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais pour vrai, c'est tellement un joueur que j'apprécie regarder, que j'aime voir. C'est ça. Pour moi, Espinoza, c'est la pierre angulaire. Ben, c'est pas pour rien qu'il était à Villarreal avant, hein, donc c'est quand même un joueur qui a joué en Liga. Et Bruno, est-ce que tu as choisi le même joueur que Justine? Ben, il faisait partie de ma liste, mais non, pour moi, là, c'est le jeune, le petit minou Cade Cowell. Le petit minou! Il est tout jeune. Il a 18, je pense. Il a 17 ans, lui aussi, je pense. Il y a une phase de 26. Il va falloir faire une enquête, par exemple, mais... Est-ce qu'il a un frère jumeau? Peut-être. On salue les frères Ashley Seal. Mais Cade Cowell, moi, j'ai adoré son match. Il a un but, une passe. Puis je l'avais aussi beaucoup aimé là, dans le match contre Houston. Il est très... Tu sais, il faut le dire, là, il prend la place de Wondolowski, dans le fond. Là. Ouais. C'est un peu lui qui a volé son spot. Mais c'est très, très mérité. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent dans ce match-là. Il est remuant. Puis il est tout jeune. Petit bébé, 17 ans. Bravo. Bravo. Bon, après Caden Clark, on a Cade Cowell. Comme quoi, appelez vos enfants tous, que leur prénom commence par C-A-D-E. Puis ça marchera pour eux. Étienne, est-ce que tu es team Justine, tu es team Bruno ou tu es juste team Étienne, tu as choisi un autre joueur? Moi, je me détache de mes compatriotes. Mais je ne sais pas justement c'est quoi ton joueur à toi a dit, mais moi, je vais avec Éric Remedi en milieu de terrain, de milieu défensif. Là, ouais. A joué un énorme match, puis c'est justement pas la position où habituellement ça brille le plus, mais a été justement de tous les instants avec cette équipe-là, San Jose, a été combatif du début pendant les 90 minutes du match, a touché à énormément de ballons. Et j'ai juste vraiment aimé son match. J'ai vraiment aimé la pression qu'il a continué à mettre sur la défensive de Dallas vraiment pendant tout le match. Donc, bon match de la part d'Éric Remedi, le milieu défensif dont on n'entendra probablement plus parler de la saison. Là. Exactement. Qui est un bon joueur, mais on ne parle pas beaucoup des défensifs. Donc, voilà. Exactement, mais c'est un très bon choix aussi, Remedi qui vient d'Atlanta, hein, qui est arrivé cette année à San Jose. C'est un bon joueur. Après, bon, je pense que c'est pas un titulaire. D'habitude, c'est Judson qui est là aux côtés de Jackson Yuill, mais effectivement, il a fait un très bon match. Moi, je suis team Bruno. Pour moi, Cade Cowell, il est encore plus jeune que Caden Clark. Il a été aussi bon l'année passée que Caden Clark et à certains moments peut-être meilleur. Un but, une passe. Sa passe est lumineuse. Pour le but de Cristian Espinoza qui finit par une petite louche à la fin. Et puis son but autour de 3 défenseurs, une frappe anodine placée complètement dans le petit filet. Il faut le faire. Il faut le faire. J'ai adoré son match, très remuant, très, très bon. Et comme vous l'avez dit, c'est effectivement le futur d'un peu de San Jose, celui qui va remplacer Wondolowski à long terme. Après, ça c'est si il n'est pas appelé. Vendu. Voilà, s'il n'est pas appelé à aller en Europe parce qu'il y a beaucoup de talent, ce gars-là. Après, on va ouvrir l'enquête ici. Ou bien, tu sais quoi? Je vais demander aux 3 Lions d'ouvrir l'enquête par rapport à son âge. Donc, non, mais il y a vraiment une place de gars de 26. Là. Ben, on va être sur on s'en allait justement à San Jose l'année prochaine. Donc, on va enquêter directement là-bas. Après notre passage en Europe, faut pas l'oublier. On va couvrir l'Euro, nous, cet été. Ouais. Excellent. Ben, dites-moi là où vous travaillez, puis je vais venir vous aider parce que ça a l'air que l'argent coule à flot. Oh ouais, donc, flot, voilà. Bon, on passe au mot de la fin. Le mot de la fin. Ah non, j'ai oublié le flop. Ben, moi, j'irais avec mon flop si jamais. Ouais. Vas-y, Étienne. Vas-y, Étienne. Quel est ton flop? Ben, la défensive de Dallas qui a donné 2 pénaux trop faciles à San Jose. C'est juste ça. Je voulais... parce que tu ne peux pas donner 1 pénal dans un match, encore moins 2. Alors que justement, c'était 0-0 à ce moment-là. Je crois que le premier but a été marqué sur pénaux. On a donné l'avance à San Jose. Puis après ça, San Jose n'a plus jamais regardé derrière. Donc, voilà. 2 pénaux
trop facilement accordé à l'adversaire. Justine, je suppose que tu es d'accord avec Ben, Étienne. je suis d'accord, mais je l'ai dit tantôt à Costa. C'est ça. Acosta, c'est vrai. Seigneur. moi, c'est là que j'allais. Ouais. moi. Ouais. Bruno, je te laisse alors enchérir là-dessus. Ouais, ben pour moi, il y avait une mention spéciale à la défensive. Là, En fait, moi, mon flop, c'est Dallas en entier. Oh boy. Wow. Je m'attendais tellement à ce qu'il gagne que je suis tellement déçu. Mais ouais, pour être plus spécifique, Brian Acosta, je pense que il n'avait pas le goût d'être là, le petit gars. Ouais, c'est il avait difficile. Le goût d'être ailleurs. Mais déjà, l'année passée, c'était difficile pour lui, le Hondurien, qui est venu un peu comme joueur désigné, venu de deuxième division espagnole avec Tenerife. C'était supposé être la grande star. Il a juste 27 ans, on dirait qu'il a 62, en tout cas sur le terrain. C'est un bon signe, ça. Mais en tout cas, c'est ridicule. Je suis d'accord avec vous. Moi, de mon côté, je vais choisir l'attaquant Franco Ara du côté de Dallas. Il n'est pas bon, lui. Il est joueur désigné. C'est un buteur quand même confirmé du côté de la Liga MX avant de venir à Dallas. En tout cas, les supporters de Dallas étaient très excités quand il a signé à Dallas, même s'il prenait la place de Ricardo Pepi ou de Jesus Ferreira, dépendamment de comment Luchi Gonzalez voulait jouer. Il était tellement insignifiant dans ce match-là. Après, on va me dire, oui, mais il faut qu'il ait des ballons. Oui, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il se libère. Et malheureusement, il se libérait presque jamais. Donc, décevant, surtout d'un joueur aussi expérimenté que ça. C'est pas un petit jeune de 21 ans. Il est dans la trentaine déjà. Donc, c'est quelqu'un qui est supposé connaître ça. Il a 32 ans. Il est supposé connaître ça. Et je l'ai trouvé vraiment très décevant dans ce match-là. Même si je suis d'accord avec ce que Bruno a dit, toute l'équipe de Dallas, c'était un peu compliqué. Le mot de la fin sur ce match-là, Bruno, est-ce que un petit mot sur San Jose, est-ce que tu regardes un peu San Jose d'un autre œil maintenant? Ben, moi, ça reste San Jose, là, je veux dire, j'ai encore trop en tête le match contre Houston où ils ont été dégueulasses, mais ce que je retiens de San Jose, c'est que oui, ils vont être ultra divertissants, ça va être remuant, ça va bouger beaucoup, ils vont donner énormément de buts, mais ils ont le potentiel d'en marquer énormément aussi. Donc, il n'y aura pas beaucoup de 0-0 pour San Jose cette année, puis ça, c'est tant mieux. Parce que c'est plus intéressant. Là, puis je pense qu'on va vivre la même chose de notre côté à Montréal aussi. Là. Oui. Fait que c'est tant mieux, moi, s'il n'y a pas de 0-0. Mais j'ai de la misère à aller voir haut dans le classement. Mais qui sait ce qui peut arriver? Effectivement, la MLS, en tout cas, c'est toujours très difficile de deviner quoi que ce soit. Moi, je me lance aux prédictions chaque année en faisant le guide. Puis, très sincèrement, c'est presque impossible à deviner. C'est très, très difficile. Étienne, ton mot de la fin? Je vais avoir plus de San Jose. Je vais avoir plus. Ouais. Je veux revoir Remedy. J'ai vraiment aimé ce joueur-là, puis je veux le revoir. Ouais. Parfait. On va voir en tout cas San Jose. On va continuer à suivre San Jose, bien évidemment, ici sur Culture Soccer. Justine, ton mot de la fin à part Acosta qui est à jeter à la poubelle? Mon Dieu! Au bûcher, là, on dirait! Non, mais... Voilà. Là, voilà la fameuse mais phrase. pour vrai, à part Acosta, non, j'ai l'impression que Dallas peut performer, mieux performer. Puis si on tend, mais on veut avoir plus de rempli de talent. Ben, c'est sûr que pour Dallas, il va falloir que qu'ils sortent quelques pépites de leur académie parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des trous quand même assez énormes dans cette équipe-là. En tout cas, déjà, en tant que latéral droit, faire jouer Hollingshead, c'est un peu... Il a fait 0 points. Moi, je l'avais dans mon fantasy. Là. Il m'a fait 0 points. Il a failli marquer son but! Même son point de starter le match, là, parce qu'ils font un point quand ils commencent le match, il l'a perdu. Il y a eu un jaune. Imagine? Ouais, c'est fou. Oui, correct. On passe au dernier match. On a parlé souvent de ces deux équipes-là. Je pense que vous êtes au courant de ce match-là. C'est le match entre Portland et Houston. Victoire de 2-1 de Portland face à Houston. Bruno, c'est toi qui as choisi ce match-là. Donc, je vais te laisser commencer un peu ton analyse sur ce match-là. Bon, tout d'abord, Houston a été Houston. Je pense que la victoire la semaine passée, c'est ça exactement. La victoire la semaine passée contre San Jose, c'était un écran de fumée. J'ai vraiment été content aussi de voir Urruti être niaiseux comme d'habitude. Ça m'a tellement fait de bien. Fait que là, c'est fini pour le côté négatif. J'arrête de parler de Houston. Du côté de Portland, vraiment mieux
que la semaine avant. Il avait joué contre Vancouver. Ça avait été difficile. Il y avait un gros perdu résultat en aussi. Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Il y avait un gros résultat en Ligue des Champions dans le milieu de semaine avant. Il est arrivé contre Vancouver. C'était pas terrible. Quelle joie de revoir Timber Joe qui se part la scie à chaîne pour le billot de bois. Ça, moi, j'adore ça, voir ça. Ça a toujours été une des équipes que j'ai préférées à MLS, Portland. Particulièrement à cause de Diego Valeri. Malheureusement, il n'était pas là au début du match. Fait que là, j'étais déçu. J'ai pleuré la première demi. Mais après ça, direct à la mi-temps, Valeri est embarqué à la place de Yimi Chara. Et puis Zuparic aussi, le défenseur, est embarqué à la place de Mabiala. Ça sonne gestion d'effectifs pour la Champions League qui a lieu en milieu de semaine. Mais c'est parfait. C'était 1-1 à la mi-temps. Et puis, là, c'est ça. Ces entrées-là ont permis là, à Portland de continuer de pousser. Finalement, marquer un but, Paredes qui a marqué le but gagnant. Lui qui avait marqué, qui avait été victime d'un but contre son camp là, en première mi-temps. Donc, il s'est bien repris. Et puis après ça, un long fleuve tranquille parce que c'était contre Houston. Donc, belle victoire de la part de Portland. Avant de laisser la parole à Étienne, je veux juste dire, c'est plus Timber Joe, c'est Timber Jim maintenant parce que Joe a pris sa retraite. Okay. Donc, c'est Timber Jim qui coupe la rondelle. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant un peu du côté de Portland, à chaque fois qu'il y a un but, il y a un grand tronc d'arbre où on a quelqu'un qui arrive avec une scie électrique puis qui coupe une rondelle pour commémorer ce but-là. C'est très Portland, hein? On est très nord-ouest des États-Unis, très... J'adore cette tradition. Magnifique. Magnifique. Et je vous conseille d'aller lire l'article qu'on a écrit là-dessus sur Culture Soccer où on parle un peu du stade. L'article s'appelle Providence Park répand l'amour parce qu'on en parle longuement et on parle un peu de cette tradition-là et du passage de témoin de Timber Joe à Timber Jim. Donc voilà, c'est assez intéressant ce point de vue-là. Mais je veux laisser Justine parler un peu de ce match-là. Est-ce que tu as une petite analyse? Je sais que tu n'as pas vu le match, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Est-ce que de ce que tu as lu, de ce que tu as fait comme recherche ou de ce qu'a dit Bruno, est-ce que tu as une petite analyse à faire? Que Zarek Valentin joue encore. Je l'aime tellement, lui. Il n'est pas vieux, hein? Il n'est pas vieux, il performe encore très bien. Ouais. Du côté de Houston, il y a eu un jaune, là, mais Zarek Valentin, mais pour vrai, une performance raisonnable et correcte pour... Donc, on voit que c'est un gars qui va perdurer dans le temps puis qui va avoir fait son petit bout de chemin en MLS et puis c'est vraiment super. Sinon, somme toute, comme un peu Bruno, je pense qu'on a économisé notre énergie, sachant qu'on avait Houston devant nous pour le gros match qui arrive en milieu de semaine là, contre Club América. Donc, victoire, on a mis des points au tableau. Donc, après ça, on enchaîne. Valérie qui a raté le match, qui n'a pas commencé le match, je crois que son père est décédé aussi durant la semaine, là, donc je pense qu'on voulait le reposer. Belle victoire quand même pour souligner ça du côté de Portland, là, donc c'était très beau. Parfait. Je veux juste rajouter quelques petites choses. En premier, le nombre d'absents. Hein. On a vu que, comme vous l'avez dit, Portland a reposé beaucoup de personnes pour se concentrer sur le match de Ligue des Champions contre le Club América, comme on a mentionné plus tôt. Donc, sur le banc, on avait Valérie, on avait Mora, on avait Williamson. On a plusieurs blessés aussi du côté de Portland avec Niesgoda, Blanco, Clark. Le gardien qui est blessé et Bobissé qui est blessé aussi. Donc, ça fait beaucoup d'absents. Et on voit un peu cette profondeur de banc-là parce que c'est quand même beau à voir. Il y avait quand même de belles choses qui étaient faites. On a vu un très bon match de Darren Asprilla, par exemple, qui a été bon. C'est le genre de joueur, Asprilla, qui va jouer un très, très bon match puis 15 très mauvais. Là, c'était le bon. Donc, voilà pour Portland. Et du côté de Houston, il n'y avait pas d'absents. Et c'est ça qui est un peu dangereux et il n'y avait pas d'absent à part Quintero qui était sur le banc et qui est rentré, mais je pense que c'est un peu une décision de coach. Donc, vas-y. C'est bizarre, ça. Darwin Quintero, je voulais en parler. L'ami de Justine qui lui a souhaité bonne fête en octobre dernier. Je connais pas l'histoire. Je pense qu'on avait fait jouer au Trollion. On avait payé pour la fête à Justine un caméo. Tu sais, l'application Caméo, on paye des vedettes, puis Darwin Quintero était là, et je crois que pour 5$, il a chanté une chanson. C'est légendaire. J'ai toujours dans mon téléphone quand je passe une mauvaise journée. Bonne fête.
Justine. Mais c'est vraiment mignon. Pour vrai, c'est vraiment mignon. Ah, c'est cool. Puis, mais ouais, donc c'est chic type, Darwin Quintero. Bravo. Oui. Ah, c'est cool, c'est cool. Bref, non, mais Quintero sur le banc, c'est un choix du coach. Faut pas oublier que Tabramos, ce qu'il essaie de faire avec Houston, c'est de jouer avec un pressing très haut, d'où la venue de Routy. Hein. Donc, c'est le genre et la venue de Routy, et puis le départ de Struna, qui est un peu trop lent pour jouer dans ce système-là. Ah oui? Même dans n'importe quel système, j'ai l'impression. Non, mais quand tu joues haut, c'est sûr que ta ligne défensive est quand même très haute. Donc, il va y avoir beaucoup de ballons derrière la défense. Est-ce que Struna, c'est pas le genre de joueur à rattraper ce genre de choses-là? Une défense qui a été quand même remaniée avec un Tim Parker qui est venu, qui était supposé être un peu le général. Ça n'a pas été très concluant. On joue avec un milieu de terrain en défense centrale à côté de lui, Bonia Garcia, qui est reconverti en tant que défenseur central. C'est bizarre, on a parlé de Zarek Valentin qui est un peu... il a 29 ans, il est jeune encore, mais sauf que c'est pas non plus un gage de sûreté en défense. Lundqvist, c'est le seul qui est quand même très bon du côté de la défensive de Houston. C'est un peu bizarre, point de vue de la défense de Houston. Je sais pas comment ils vont tenir le coup cette année. Pas. Voilà, je pense pas non plus qu'ils tiendront le coup. Exactement. Et j'aimerais juste parler de deux choses dans ce match-là, en donnant mon analyse. Je pense que ce match-là aurait très, très facilement pu finir 5-6-1 pour Portland, tellement Portland a été malchanceux, je trouve, ou bien a été maladroit. Vous pouvez choisir entre les deux, mais je pense qu'on aurait pu avoir un 5-6 buts. On a vu les remplaçants. Valérie a manqué un but. On a vu le latéral droit qui a l'air hispanophone, mais qui a un nom néerlandais, donc que j'oublie, Van Rankin, qui a aussi raté un but tout fait. On a Mora aussi qui aurait pu marquer. Bref, ça a été fou. Et la deuxième chose que je voulais mentionner avant de te laisser la parole, Étienne, le deuxième but de Portland, c'est pas possible combien il est beau. Longue transversale du côté de Bill Tuiloma, le défenseur central. Felipe Mora fait une remise de la tête, mais tellement magnifique, et une reprise en demi-volée de Christian Paredes. Quel beau but. Quel beau but. Pour moi, ça prouve que, malgré qu'on est au début de la saison, ça prouve que cette équipe a du talent. Étienne, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, Paredes qui se reprend de son contre son camp également. Donc, on vient annuler un peu le coup et s'en sortir avec la victoire. Puis, justement, tu as parlé du fait que Portland a eu énormément d'occasions. En deuxième demi, je ne sais pas si Houston se rappelle c'est quoi la forme d'un ballon de soccer. Ça a été hallucinant. Ils n'ont pas touché au ballon. C'était juste fou. Portland qui a continué tout le long. Houston qui a juste rien proposé. Mis à part mon flop. Donc, je vais attendre un peu avant de garder la surprise. Mais j'ai déjà hâte. Mais c'est ça. Houston qui a mis à part le but, qui est un contre son camp, qui était bien joué, certes, mais Houston n'a pas proposé grand-chose. Et Portland, malgré que la moitié de l'effectif n'était pas là, ça en est très, très bien. Oui, effectivement. Donc, on va entamer les tops et les flops directs. En premier, Bruno, je vais te laisser commencer vu qu'Étienne a fini. Ton top de... Moi, j'en ai deux. Donc, je vais te laisser mentionner ton top à toi. Il y a plusieurs joueurs là, du côté de Portland, mais comme je disais là, tantôt, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je pense que mon préféré, c'est définitivement le diminutif Diego Chara, qui n'a pas nécessairement été le meilleur dans ce match-là, mais avec Diego Chara, tu sais à quoi t'attendre. Il va être efficace, il va être propre en relance, il va faire des belles passes, il va faire récupérer des ballons. Puis avec son tout petit frère, c'est tout le temps le fun à voir. Mais honnêtement, moi, c'est pas tant pour le match là, en tant que tel que je le donnerais à Diego Chara, mais pour l'ensemble de son œuvre. Sinon, évidemment, là, à ce prix-là, qui a été excellent dans ce match-là. Mais ce serait les deux. Là. En gros, ce serait ça. Parfait. Justine, est-ce que tu veux t'avancer sur des tops et des flops sur ce que tu as fait ou mon top, puis parce que j'ai regardé ce matin puis j'ai lu beaucoup là, tu sais, puis Étienne en a glissé un mot. Valérie qui a perdu son père en milieu de semaine, qui a quand même réussi à venir jouer une grosse deuxième demi. C'est un gars qui est tellement professionnel, c'est un leader dans cette équipe-là. Donc je vais lui lever mon chapeau parce que ça n'a pas dû être évident. Puis voilà. Ouais, c'est vraiment. Est-ce que tu veux mon flop tout de suite? Non, on va continuer par le top d'Étienne et le mien, puis après, on va aller au flop. Vas-y, Étienne. Je vais rester avec Bruno et je vais rester dans la famille Chara.
Même si ça a été changé après la première demi, j'ai vraiment aimé ce que Yimi Chara a apporté dans le match. Un peu comme Bouzio, électron libre sur le terrain, peut apporter un peu de tout offensivement. J'ai vraiment aimé sa première demi, d'autant plus que tu sais, c'est pas jouant dans l'Ouest et tu sais, quand on ne suit pas la MLS aussi assidûment que tu le fais, a dit, c'est difficile de connaître cette équipe-là de Portland si bien. Donc, de voir un Yimi Chara, que c'est pas sa première saison là, avec Portland, c'est ça, qui est là déjà depuis quelques mois. J'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté, puis c'est juste un énorme plus dans cette équipe-là qui est très garnie des Timbers de Portland. Oui, effectivement. Ben, j'aime beaucoup vos choix à tous par rapport au top. Je pense qu'on a tous nommé des joueurs de Portland. Moi, je vais faire la même chose que vous, mais je vais en nommer deux si vous me permettez. Je vais tricher un peu. Je vais en nommer deux parce que je trouve que les deux ont été très, très bons. En premier, je veux donner un de mes tops à un joueur de Houston qui, pour moi, a été le seul joueur à surnager dans le gros périple dans lequel Houston s'était embarqué. C'est Tyler Pasher. Tyler Pasher, le Canadien qui vient de USL. Comme quoi, aller chercher en USL, c'est peut-être une bonne idée quand on veut chercher des joueurs à pas cher. C'est un joueur qui a quand même 26 ans maintenant et qui est un joueur canadien qui a été très, très bon dans ce match-là. Je pense que tout le danger est venu de lui. Tout le reste, on ne devrait juste pas jouer, en fait. C'est comme s'il y avait, on jouait à 11 contre 1. Du côté de Portland, avec Pasher de l'autre côté. C'est lui qui est passeur décisif sur le but, avec le but contre son camp de Paredes. Il a été tellement remuant. Donc, je voulais juste mentionner une mention spéciale à Tyler Pasher. Et la mention est pour moi le vrai top, parce que quand même, il faut choisir quelqu'un de l'équipe qui a gagné. Ben, c'est Pablo Bonilla. Le défenseur droit du côté de Portland. Jeune, 21 ans, vénézuélien. On en a parlé longuement ici sur Culture Soccer. On avait Rodolphe qui est venu parler des joueurs vénézuéliens en MLS. On avait parlé très longuement de Pablo Bonilla, qui était vraiment excellent. Je vois pourquoi Chris Duval ne fait pas partie de cette équipe. Je pense que ça explique beaucoup de choses maintenant. Duval qui était là l'année passée. Donc, mon petit top, il est pour Pablo Bonilla. On passe au flop. Justine, je sais que tu avais hâte de donner ton flop, donc je vais te donner la parole. Vas-y. Ça va être super rapide, là, mais on parle de logo qu'on est un peu moins d'accord. On ne se fera pas de cachette que le nouveau logo de Houston, qui est un mélange entre un logo de baseball. C'est très baseball. Ça fait très, très, très baseball. On dirait un des plans d'architecture de tuyaux. Comme la c'est plomberie dans ce bâtiment-là, ça va être ça. C'est quand on se compare, qu'on se console, là, puis plus je le regarde, notre logo à Montréal, plus j'y prends goût, là, mais lui, là, du côté de Houston, qui fait extrêmement baseball, là, on dirait San Francisco, tout simplement. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que les décideurs de Houston, c'est des gros fans de Prison Break. Donc, j'imagine. Désolé pour la mauvaise vanne. Comme ça. J'adore ça. Donc, voilà mon flop. Ouais, bon flop du côté de Justine. Étienne, ton flop dans ce match-là? Premièrement, j'aimerais dire que c'est officiel. Le match est terminé, c'est 0-0 entre Leeds et Manchester United. Voilà. Il fallait bien parler de Premier League quand tu invites les Trois Lions, c'est normal. Là, tu nous veux, nous trois, c'est apprendre à laisser avec ce qu'on apporte. Voilà. Je vous aime comme vous êtes, les amis. Merci. Et sérieusement, mon flop, c'est les stratégies de coup franc de Houston. J'ai pas compris. Le corner, on l'a joué court, qui a mené au but. Ça a été très bien. Ça a été tout. Ce qu'on fait, là, je me rappelle une séquence en particulier. On fait semblant qu'on tire à deux. Il y en a un qui passe sur l'aile gauche carrément. Il y a un petit peu de confusion. Le gars qui est parti carrément sur l'aile gauche revient, tente le coup franc, complètement raté. On est allé de stratégie un peu alternative, puis je ne suis pas convaincu que c'est la solution. Il va vraiment falloir travailler. Tu sais, si on n'est pas capable de créer quelque chose, on peut juste garder ça simple, balancer le ballon dans la surface, puis arrêter d'y aller avec comme tout plein de stratégies. Je trouvais ça particulier de la part de Houston. On essaye des trucs un peu alambiqués, puis ça fonctionne à moitié. Donc, voilà. Bon flop. Et Bruno, ton flop à toi? Ouais, les candidats sont quand même assez nombreux là, du côté de Houston. Mais je pense que je vais y aller avec un Fafa Picault qui a eu quand même une ou deux occasions en début de match. Mais parce que ce gars-là, il faut le mentionner, là,
il est rapide, mais c'est pas mal tout. Fait que c'est le fun, il joue avec Urruti. Les deux se complètent bien. Les deux sont rapides, mais c'est pas mal tout. Fait que non, pour moi, dans ce match-là, le Fafa Picault, là, il n'a pas été très bon. Puis j'ai été aussi déçu de Memo Rodriguez, que j'avais beaucoup aimé la semaine dernière dans l'autre match. Et puis là, ça a été plus difficile, mais en même temps, il faut falloir qu'il s'habitue, le petit minou, parce qu'il est pas mal tout seul. Ouais, non, effectivement. Oui, moi, j'ai choisi plutôt la défense de Houston. J'en ai parlé un peu plus tôt. Je trouve que c'est pas normal que Tabramos n'ait pas remarqué qu'il a des problèmes dans sa défense. Je comprends que tu veux garder un joueur légendaire. Vas-y, Justine. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça très drôle. Mais pense-y, c'est pas normal d'une année à une autre. Ta défense va pas bien. Tu ramènes un bon défenseur, mais t'as personne pour le mettre avec. Et c'est un peu bizarre. T'as pas de défenseurs centraux. T'as Tim Parker et c'est tout. Bon, tu vas faire jouer qui? Bonia Garcia? Ou c'est qui le deuxième? C'est Maynard Figueroa qui a maintenant 39 ans et qui est pas capable de faire un sprint de 5 mètres. Donc, je sais pas. J'ai un peu du mal avec la confection de l'effectif de Tabramos. Je pense que Tabramos aussi, c'est l'année ou jamais, je pense, de ce point de vue-là. On lui a donné de la chance, on lui a donné plusieurs chances. Est-ce qu'ils vont être patients encore une année avec lui? Je doute très fort, mais on verra bien. On verra bien. Mais pour moi, c'était vraiment Tabramos, la défense centrale, surtout du côté de Houston, qui est un peu du n'importe quoi. Bruno? Ouais, si je peux en rajouter un petit flop, un mini flop. C'est ton mot de la fin? Ouais, mon mot de la fin, dans le fond, ce qui est un flop. Tu as parlé de Van Rankin. Ouais. Son prénom, c'est José Carlos. Fait que juste ça en soi, je pense que c'est suffisant. Moi, je n'ai plus rien à dire sur ce match-là. Mais sérieux, ce gars-là, il est bon. J'ai bien aimé sa rentrée. Il est bon. Là. Il a vraiment été bon, sérieusement. C'est vraiment juste son nom qui laisse à désirer. Donc, voilà pour le mot de la fin de Bruno. Le mot de la fin de Justine? Comme j'ai pas vraiment vu le match, je vais passer ton tour. M'abstenir. Parfait. Étienne? Je veux dire qu'un attaquant pas bon, ça n'aide pas, mais ça nuit pas. Mais un défenseur pas bon, ça nuit énormément. Et sur ça, je pense que Houston a gagné l'échange. Bon, on va garder un peu ce genre de déclaration pour la fin de la saison, pour savoir c'est qui a gagné cet échange entre Struna et Urruti. Struna a eu un match horrible contre Nashville, pour ceux qui se demandent. On est tous Montréalais ici, donc c'est normal qu'on fait allusion à Montréal assez souvent. Les Trois Lions, je pense qu'on va clôturer un peu ce podcast, mais en premier, je veux vous laisser vous plugger pas seulement le podcast des Trois Lions que j'ai déjà plugué, vous pouvez aussi en parler si vous voulez, mais parler aussi de vos projets personnels. Étienne, je commence par toi parce que c'est celui qui a le plus de projets en cours. Oui, mais je vais laisser les Trois Lions à un de mes deux comparses qui vont très bien en parler. Mais oui, je suis journaliste sur la plateforme Le Club École, qui est une plateforme pour laisser une voix aux étudiants en journalisme qui veulent faire du sport, en fait, à l'UQAM. Donc, leclubécole.com, sinon sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, on peut nous suivre. Et également, mon petit bébé par les temps qui court, c'est le podcast d'un bout à l'autre, que j'ai subtilement plugué tout à l'heure. Donc, je vous invite à aller réécouter. Et non, j'ai vraiment du plaisir, là. Tout plein de chroniques différentes. C'est un show de chroniques séparées. J'ai vraiment du plaisir. On parle de tout plein de sports, pas juste de soccer, mais beaucoup quand même de soccer également. On parle de tout plein de trucs. Adi, tu y étais il y a 2 semaines dans la spéciale CF Montréal pour venir parler du reste de la MLS. Bruno y était cette semaine et Justine y sera la semaine prochaine. Donc, c'est un show également où j'invite beaucoup d'amis. Je crée mes occasions de parler à mes amis de sport. Donc, voilà, ce serait ça pour moi. Un podcast très intéressant, vraiment, si jamais vous voulez rester à jour sur plusieurs disciplines sportives différentes. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup rester à jour sur un peu tout. Donc, avec le podcast d'Étienne, je fais en une pierre 10 coups. Donc, voilà. Justine, ton petit moment plugging. Un peu, je serai la semaine prochaine d'un bout à l'autre. Tu l'apprends? Ah oui, surprise! Où je me plais beaucoup à aller parler de ma deuxième passion après le foot, qui est les Olympiques, qui est le sport olympique. Donc, Bon. C'est nos fins d'épisode, a dit. C'est ça qui arrive. Un peu rock'n'roll. Donc, la semaine prochaine, d'un bout à l'autre, je parlerai skateboard. Donc, ils seront intéressés.
Les Trois Lions, 3e saison, beaucoup de plaisir. Pour vrai, si les gens commencent à nous écouter maintenant, ça se pourrait qu'il y ait quelques épisodes de rattrapage à faire parce qu'on est rendu vraiment très pointilleux sur certaines anecdotes. Mais somme toute, la Premier League, encore cette année, qui nous offre un spectacle complètement fou, qui se termine très bientôt d'ailleurs. Oui. Et on est sur le dernier sprint. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Vous pouvez également me Twitter à @justlong. J'en ai avec... Fan de Chelsea, Justine, pour ceux qui sont fans de Chelsea, elle adore Chelsea. Oui, qui sera en demi-finale de la Champions League, mesdames et messieurs. Chelsea. Effectivement. Et du côté de Bruno, je te laisse te plugger. Fan de Liverpool, parce que chacun est fan d'un club de Premier League, bien évidemment. Donc, Bruno, parle-moi un peu de tes projets. Ouais, ben moi, de mon côté, là, c'est pas mal ça. C'est Trois Lions avec mes 2 amis. Je suis également le chroniqueur élite du podcast D'un bout à l'autre. Celui qui parle de pas beaucoup de sport, mais que j'ai essayé très fort. Écoutez la dernière chronique, j'ai essayé là, une affaire effrayante. Puis aussi, on peut pas en parler, mais Étienne, il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose qui s'en vient. Mais avec une autre personne que Justine. Oui, c'est ça. Un autre truc moins sport-related, mon 13. Ouais. Parfait. Donc, je vous conseille à tous d'aller les suivre sur les réseaux sociaux, Twitter. Juste donnez vos handles Twitter, s'il vous plaît, rapidement. Donc, commençons par Justine, parce que je pense que c'est elle qui est la plus prête. Just Long sur Twitter, puis L3L Podcast également pour nous suivre. Puis, on a un Discord où on aime échanger de façon plus intime, si on veut, sur différents sujets. Mm-hmm. Donc, on parle de cheveux niaiseux, de chandail lait, et puis... Majoritairement, c'est la Premier League, ouais. Majoritairement. Mais ça dérive des fois. Ça dérive, comme d'habitude. Voilà. On a parlé Super League beaucoup la semaine passée avec nos amis. Ça a été un beau 2 jours. Discord. Donc, voilà. Bruno, ton handle? Moi, c'est Bruno Baramba la Rose. Je pense que c'est pas compliqué à vie, moi. Aussi simple que ça. Et Étienne? Étienne B96, Étienne B96. Donc, voilà. Parfait. Donc, suivez-les sur Twitter. Toujours très intéressant. Je veux juste vous dire que je suis très, très, très content d'avoir fait cet épisode avec vous. C'était très intéressant, je trouve. Puis, j'espère que c'est un premier de plusieurs épisodes dans le futur, que ce soit sur Culture Soccer ou sur mes autres projets. J'espère travailler avec vous dans le futur, bien évidemment. Merci à tous les auditeurs de Culture Soccer de nous avoir écoutés. Moi, je vais vous dire bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ici sur le site culturesoccer.com.